Bonsoir. Donc, comme tu l'as indiqué, en novembre dernier, l'opération Antigone a été partiellement labellisée au titre d'architecture contemporaine remarquable par la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Donc, cette labellisation est l'occasion pour nous de revenir sur l'histoire de ce quartier très controversé. Le quartier et l'histoire d'ailleurs aussi. Et donc de porter un regard d'historien de l'architecture et de la forme urbaine sur cette œuvre. Et de s'interroger donc sur sa forme, sur son histoire, je l'ai dit, s'interroger au fond sur le sens à lui donner. Alors, la labellisation au titre de l'architecture contemporaine remarquable s'appuie notamment sur le critère de la renommée, de la notoriété. Et de ce point de vue-là, Antigone répond bien sûr à ce critère, comme on le sait. L'opération urbaine a été abondamment commentée, discutée. Elle a fait l'objet de très nombreux articles de journaux et de revues. Je dois en citer quelques-uns. L'article, par exemple, de Michel Champenois en 1981 dans Le Monde. Celui de David Mangin dans la revue Architecture d'aujourd'hui en 1984. J'y ferai souvent référence. La revue AMC, Architecture Mouvement Continuité, qui consacre quand même 2 pages à Antigone en 83 et 12 en 84, avec un article d'Elisabeth Alain-Dupré et une interview de Ricardo Bofill et des photos pleine page. Et enfin, une page en 87, plus critique celle-là, comme j'y reviendrai. La revue d'architecture, par exemple, en mars 94, avec un long article sur Montpellier et une interview très intéressante de Raymond Dugrand. La revue Le Moniteur, en mai 84, d'une part, et puis ensuite, en février 99, à propos de l'ouverture de l'axe sur le polygone. La revue Urbanisme, en septembre 2005, etc., etc. Alors, il faut ajouter à ça, j'ai pas fini, tous les articles de presse de la période. Dans Montpellier, puis Notre Ville, le journal municipal, et puis dans le Midi Libre, dans la Gazette, des contributions aussi. Celle de Jean-François Pinchon, dans le Guide du patrimoine du Languedoc-Roussillon, et la même année, en 96, celle de Luc Douminc, dans l'espace public dans la ville méditerranéenne, celle de Monique Yahari, dans la visite du monument, en 2004 également. Et alors, il faut compter encore, pour terminer, les dossiers techniques, les plaquettes de présentation, de promotion, les ouvrages sur le Thaler et sur Bofill. Et puis, j'aimerais aussi mentionner les archives. Et je dois remercier Florence qui a mis à ma disposition une documentation très intéressante et peu connue d'ailleurs. Et puis, des interviews, et mes remerciements vont aller également à M. Omar Miglior qui a apporté un éclairage sur bien des points restés obscurs. Donc, toute cette documentation, et la liste n'est pas exhaustive, enrichit considérablement un débat qui est encore aujourd'hui, 40 ans après le lancement de l'opération, très ouvert. Alors, revenons tout d'abord, si vous le voulez bien, sur le site, sur l'histoire du lieu. Il s'agit d'une zone située à l'est et en périphérie de la ville ancienne, au sud de la citadelle construite au XVIIe siècle par Louis XIII. Le lycée Joffre actuel, donc. Une zone qui reste vierge de toute construction en 1911 encore, date du plan levé par l'architecte municipal Kruger que vous voyez. Ces terrains s'étendent de la vieille ville au fleuve côtier du Lez et ils appartiennent en grande partie à l'armée. Le polygone de tir regroupe des terrains non edificandi autour de la citadelle, qui est ici à droite sur la diapositive, sur la vue aérienne. Une usine y est également localisée vers le Lez. Donc sur ce territoire, sur ce terrain, plusieurs projets d'aménagement ont été dressés, comme celui de l'architecte Kruger en 1901, par exemple, pour un lotissement dit du polygone, en liaison avec l'implantation d'une nouvelle gare. Et après la Seconde Guerre mondiale, l'État projette, sur une partie des 40 hectares de l'ancien polygone de tir, la création d'une cité administrative. Voici quelques esquisses. La ville, quant à elle, envisage sur les terrains qui lui appartiennent déjà à cette période la construction d'un parking souterrain, d'une nouvelle mairie, d'une salle de congrès, d'un hôtel, de locaux commerciaux et de quelques logements. Et pour le financement de cette opération, elle fait appel à des promoteurs privés qui font évoluer le projet en fonction de leurs intérêts, bien sûr, vers le polygone que nous connaissons, avec son centre commercial inauguré en 1975,
et avec ses tours de bureaux et d'appartements. Un projet que signent les architectes Jaulm et Deson. Un projet qui laisse la place, le long de la citadelle, ici en haut sur la diapositive, à la création d'un centre directionnel avec les administrations implantées à Montpellier, qui est devenue alors capitale régionale et qui est alors reliée directement au nouvel aéroport et à la nouvelle autoroute. Donc vous voyez ici les affaires sociales, etc., la trésorerie générale, que nous connaissons aujourd'hui. Alors, au-delà, évidemment, de l'architecture et du style international alors en vogue, l'opération est très caractéristique des années 60-70, notamment par ses cheminements sur dalles, parfois compliqués, pour ne pas dire plus. Mais elle constitue surtout, avec le centre commercial, un obstacle à l'extension de la ville vers le Lèze, à l'arrière-plan donc sur la vue aérienne, dans la zone non encore aménagée. Et là, c'est là où les architectes Jaulm et Deson projettent l'opération Polygone 2, avec palais des congrès, logements, écoles, espaces verts et espaces de loisirs. Mais le projet est remis en cause par la nouvelle équipe municipale élue en 1977, avec Georges Frêche à sa tête et Raymond Dugrand, géographe et universitaire, premier adjoint et responsable de l'urbanisme. La ville prend possession d'une vingtaine d'hectares entre le Polygone et le Lèze, ceux de l'armée, ceux de Don Bosco et ceux d'une société industrielle. L'opération Antigone est alors lancée. Il s'agit de changer la ville, comme l'indique l'invitation à la présentation du projet en février 1980, ou encore de rééquilibrer la ville, comme l'explique l'adjoint à l'urbanisme un an plus tôt dans un long article du journal municipal. Les objectifs de l'opération sont clairement énoncés: une maîtrise publique de l'urbanisme, la création d'un quartier qui intègre les fonctions urbaines, réunissant logement, emploi et équipement, en opposition au zoning des périodes précédentes, et en opposition en particulier au Polygone, la construction de logements modernes, et en particulier de logements sociaux, et enfin l'ouverture de la ville à l'est vers le Lèze. Alors il faut mentionner ici une association, Citoyens et Urbanisme, auquel participent plusieurs enseignants et chercheurs du laboratoire dirigé à l'université par Raymond Dugrand, et dont plusieurs membres rejoignent la nouvelle équipe en tant que cadres municipaux. Dans sa thèse publiée aux éditions L'Harmattan en 1997, Jérôme Dubois évoque cette association et ses travaux de recherche sur un nouvel urbanisme à l'échelle humaine. On en retrouve les termes dans la présentation du projet par Raymond Dugrand lorsqu'il dénonce le zoning urbain, conséquence, dit-il, de théories d'urbanisme en vogue dans les années 50, avec d'un côté l'emploi, de l'autre l'habitat, et lorsqu'il déclare également qu'Antigone sera construite pour l'homme et rien que pour l'homme. Donc le temps manque pour approfondir ce contexte culturel de la fin des années 70, avec lequel la nouvelle équipe municipale est en phase évidemment. Il faut cependant souligner avec Jérôme Dubois le fait que, je cite, « le projet Antigone est indissociable de cette histoire en raison de l'origine de ceux qui l'ont porté ». L'architecture va jouer ici évidemment un rôle important, comme le souligne Raymond Dugrand lui-même, qui parle d'un geste architectural symbolique. Un geste architectural symbolique qui, dit-il, tourne résolument le dos à ce qu'avait entrepris le maire précédent. C'est là qu'intervient la nomination de l'architecte catalan Ricardo Bofill comme urbaniste coordinateur de l'opération, ce que fait le conseil municipal le 22 mai 1979. Une nomination qui soulève évidemment de nombreuses critiques de la part des acteurs locaux. Je n'y reviendrai pas en détail, si ce n'est pour signaler celle des architectes du Polygone, qui sont encore liés par contrat en septembre 1979 avec la société d'équipement de la région montpelliéraine, la SERM. Alors, inutile de présenter Bofill, il l'a très bien fait lui-même, son talent médiatique est connu. Le flot des déclarations met en place évidemment l'image de marque de celui que le critique David Mangin nomme le plus américain des architectes espagnols exerçant en France.
Bofill, et avec lui le Thaler de Arquitectura qui a été créé en 1963 à Barcelone, était sans doute celui qui pouvait le mieux faire ce geste architectural symbolique voulu par la nouvelle municipalité. Nous venions d'arriver, dit Raymond Dugrand, nous ne connaissions personne. C'est à cause d'un article du Monde relatant qu'il avait été mis à la porte par Chirac. Bofill avait fait de la prison sous Franco, il avait travaillé en Algérie. Ça nous semblait des garanties. Et plus loin, Bofill représentait en même temps un style, une esthétique. Et en effet, la démarche et l'évolution de Bofill et du Thaler correspondaient précisément aux attentes de la municipalité, car elles vont dans le sens d'une reconsidération des enjeux urbains et architecturaux, en rupture avec les errements des suiveurs du mouvement moderne. L'expression est de Michel Champenois qui rappelle que le Thaler et Bofill avaient, je cite, « lancé dans le ciel fade et désolé des années 60 des fusées multicolores et comment, remontant les siècles à vive allure, ils ont écarté l'éclectisme du XIXe siècle pour affronter directement la Renaissance. Il faut donc effectivement revoir les créations des années 60 qui ont fait la renommée du Thaler, parmi lesquelles, par exemple, le Barri Gaudi à Reus, la Muraille Rouge à Calpe dans la province d'Alicante, ou encore Waldenset. Mais il faut aussi rappeler l'invitation lancée en 1972 par Paul Chemetov au Thaler et à Bofill pour leur participation au concours de la ville nouvelle d'Évry, au sud de Paris. Une invitation qui débouchera sur une collaboration conflictuelle avec l'AUA, l'atelier d'urbanisme et d'architecture, qui défend le thème de la méga-rue, donc ici à gauche, quand le Thaler, lui, propose celui de la grande place urbaine, monumentale, à droite sur la diapositive. Pardon, j'ai pressé sur la diapositive, et là, nous sommes sur le concours des Halles de Paris, en 1975, avec le tournant du retour à l'histoire et le rappel de l'échelle monumentale. Un tournant qui s'exprime dans les réalisations des années 70-80 dans les villes nouvelles de la région parisienne, ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, ici à Marne-la-Vallée, et enfin, autre exemple, à Cergy-Pontoise. Mais aussi, il faut le dire, à Paris même, avec les échelles du baroque, mises en chantier au début des années 80 et achevées en 85, à la même période qu'Antigone, ce qui explique sans doute quelques similitudes entre les deux projets. À Montpellier, après les achats de terrains réalisés en 1978, l'histoire débute donc en 1979 avec la nomination de Bofill, je l'ai dit, et avec évidemment les premières recherches, les premières esquisses de composition urbaine. Suivons l'historique de l'opération. En février 80, la célèbre aquarelle du premier projet est exposée en mairie au public. Et puis, en 82, c'est la mise en chantier de la place du Nombre d'Or, en contrebas du Polygone. Les premiers logements seront livrés en 1984. En 1985, c'est la place du Millénaire. Et puis, la Maison des syndicats, ici à gauche, et plus loin, le centre culturel Don Bosco. En 86-87, les échelles de la ville, en 2 tranches. L'étude débute en fait dès 1983. En 86 encore, l'ouverture de la rue Don Bosco, la future rue Léon Blum, et les premières protestations des riverains. Et puis la mise en service également des boulevards d'Antigone et de l'aéroport. À la fin des années 80, l'opération se développe à l'est vers le Lèze, avec Port Juvénal, 88-89, la place de Thessalie, même période, l'hôtel de région, ici au premier plan, en 89, les guinguettes le long du Lèze en 90, à la même période la Coupole, le quartier Rabelais en cours de construction en 92, l'hôtel Mercure à la même date. En juin 96, c'est l'ouverture de la piscine olympique, et plus tard, en face, la bibliothèque municipale, 2 grands équipements non prévus à l'origine.
En 98-99, la percée de la place du Nombre d'Or vers les échelles de la ville et le polygone, j'y reviendrai. Ajoutons en 99 et 2000 l'arrivée du tramway, la réorganisation des flux, l'ouverture des Halles Jacques-Cœur en décembre et l'installation des sculptures. Moulage, grandeur nature des antiques en écho à la toponymie, singulière évidemment, dans une ville sans passé antique. Alors pour Bofill, la question est de savoir comment créer un morceau de centre-ville ayant à la fois les caractéristiques de la modernité et de l'histoire. La modernité et l'histoire, la question des références prend donc ici tout son sens. Et ce recours à l'histoire fait écho, me semble-t-il, au début du XIXe siècle. C'est un peu osé, je vous l'accorde. Lorsque les jeunes architectes se sont opposés à la domination absolue du néoclassicisme, en faisant retour précisément à l'histoire, à la recherche d'une adéquation de l'architecture avec les nouvelles valeurs symboliques, religieuses et nationales, sous l'influence du romantisme, de l'instinct, du sentiment, de la sensibilité. À Montpellier, évidemment, il s'agit de fonder dans l'histoire la puissance du projet urbain et les nouvelles valeurs portées par la municipalité qui s'opposent à la modernité du polygone et des intérêts marchands qui en sont à l'origine. C'est ce que dit la toponymie. Antigone symbolise l'opposition, la résistance. La référence antiquisante fonctionne ici comme un système de communication. Mais il s'agit aussi de s'opposer au style international des années 70-80. C'est ce qu'assure l'approche historiciste du Thaler et de Bofill et la référence au classicisme français. Bofill évoque en 84 dans la revue MC, je cite, « un dessin très unitaire, très volontaire, au nom de la grande tradition française ». La critique d'architecture, Michel Champenois, souligne dans le journal Le Monde le caractère académique, quelque peu académique, oui, de l'ordonnancement architectural et urbain proposé. Et en particulier, la référence à l'église de Todi, dont je reparlerai, ainsi que les déplacements, les déformations des éléments et de l'échelle classique. En fait, le classicisme français est une référence assez ambiguë à Montpellier. Dans une ville autrefois assiégée par Louis XIII, et marquée par ses rapports de dépendance avec le pouvoir central. Une ville où l'identité locale valorise moins l'inspiration française qu'occitane, d'où l'abandon, d'ailleurs, assez rapide, du thème du classicisme français au profit de la Méditerranée dans la communication qui accompagne l'opération, avec la mise en avant, je cite, de la traditionnelle convivialité méditerranéenne liée à l'urbanisme de demain. Bofill vante alors, effectivement, de son côté, la ville méditerranéenne qui, dit-il, conserve aujourd'hui une étonnante modernité. Antigone est-elle méditerranéenne ? Dans cette histoire, ce ne sont pas seulement les références historiques qui changent, mais le projet lui-même qui évolue et se transforme au gré des impératifs et des contraintes opérationnelles qui s'imposent, évidemment. 3 plans permettent de bien mesurer cette évolution et la mise en danger de la cohérence initiale. Tout d'abord, la célèbre esquisse exposée en mairie en 80. Le quartier est divisé en 3 parties autour d'un axe. Vers la ville, ici à gauche, sur la diapositive, une grande place allongée. Ce n'est pas encore la place du Nombre d'Or trilobée. Au milieu, de part et d'autre de l'axe central, des quartiers d'habitation assez denses. Et enfin, au bord du Lez, un parc vers lequel convergent les axes obliques des quartiers latéraux. Alors, après la réalisation de la place du Nombre d'Or, un nouveau plan masse est mis en chantier. Il est d'ailleurs publié en octobre 83. Alors après la place du Nombre d'Or vient la place du Millénaire qui structure la partie nord, mais son dessin n'est pas encore abouti. Les îlots des quartiers d'habitation, plus grands, s'organisent toujours selon 2 axes obliques, de part et d'autre de la composition axiale principale et de l'enchaînement des places. Et au bord du Lez, toujours un grand parc. Enfin, le plan officiel que l'on trouve sur le site de la ville et qui date, semble-t-il, de 1987, avec les axes obliques des quartiers d'habitation qui sont abandonnés et l'ensemble qui est régularisé. Le parc a cédé la place à l'ensemble Port Juvénal qui sera livré en 88-89, comme je l'ai dit. À noter que la piscine et la bibliothèque municipale ne sont pas encore projetées à cette date. Les évolutions sont donc importantes, comme le souligne la comparaison des plans parus dans la revue MC, qui parle alors d'une composition
pompier, où les figures se succèdent selon un schéma froid et austère, là où auparavant elles étaient faites de tension, dilatation et renvoi. La critique, vous le voyez, est donc assez rude à cette date. Mais l'architecture elle-même, il faut bien le dire, marque le pas dans les différentes opérations qui succèdent au premier geste magistral de Bofill. À Port-Juvénal, la répétition et l'économie semblent l'emporter avec une barre arrondie et centrée, inspirée de l'ensemble urbain du Royal Crescent de Bath, bien sûr. Une référence déjà mise en œuvre dans les projets de Cergy-Pontoise et de Saint-Quentin en Yvelines et qui sera encore utilisée plus tard, en 92, à Stockholm. La critique est alors également sévère, toujours dans la revue MC, ou plus tardivement, en mars 94, dans la revue d'architecture qui évoque un Yamoussoukro montpelliérain. Et il est vrai que nous sommes quand même loin de la corniche monumentale de la place du Nombre d'Or, d'où cette impression d'essoufflement du parti architectural, d'appauvrissement de l'architecture. Et cette impression est aussi renforcée par le renoncement à la référence classique elle-même. Après l'abandon du projet de World Trade Center, une piscine olympique et une bibliothèque, je l'ai dit, et 2 immeubles de bureaux prennent place le long de l'axe central. Curieusement, les 2 équipements publics s'ouvrent non pas sur l'axe majeur d'Antigone, mais sur les boulevards périphériques. Et surtout, ils ne sont pas composés, comme vous le voyez, dans le grand style, mais dans une écriture plus moderne. Ce qui fait dire aux journalistes de la revue d'architecture, à propos de la piscine signée par Bofill lui-même, qu'il s'agit peut-être d'une sorte de contrition moderniste. Quant aux 2 immeubles jumeaux, de bureaux, ils prennent également leur liberté avec une grande simplicité et une réelle maîtrise des proportions et des rapports de composition qui en font sans doute les édifices les mieux dessinés de l'opération finissante. Enfin, il faut évidemment évoquer l'ouverture de la place du Nombre d'Or vers les échelles de la ville. Cette ouverture est réalisée en sous-œuvre, comme vous pouvez le voir. Elle est réalisée en 98-99, soit 14 ans après le début de l'opération. Pourquoi touchez-vous à mon chef-d'œuvre ? Aurait dit Bofill, si l'on en croit Raymond Dugrand. Et en effet, c'est bien le cœur de la place, inspiré de celui de l'église de Todi, qui est alors percé. Certes, la liaison avec le centre ancien par le passage Hermès existe déjà, et Bofill envisageait dès le début des années 80 la création d'un escalier monumental adossé au polygone. Un dessin utopique est d'ailleurs publié en 83, vous le voyez ici en haut. Mais il faut bien reconnaître que cette liaison urbaine n'est autre qu'un passage par une galerie marchande, un passage d'une ambition urbaine et monumentale assez peu évidente, pour ne pas dire plus. Et la place reste encore à ce moment-là ce qu'elle est à l'origine. Un espace centré, ouvert en direction du Lez, mais fermé du côté du polygone, accessible alors par 2 petits passages seulement. La presse n'avait pas manqué d'ailleurs de soulever cette question du lien entre Antigone et la ville. Dès 95 dans le Midi Libre, par exemple, avec ce titre éloquent « Ville ouverte ou quartier fermé », ou en 98, au moment des travaux d'ouverture de la Grande Arche, il perce Antigone pour réparer un péché d'orgueil, point d'interrogation. Ou encore, en décembre, la clé Bofill, enfin décadenassée. Et en décembre toujours, dans la Gazette de Montpellier, les gens ne trouvent ni l'entrée ni la sortie. D'ailleurs, ils ne trouvent surtout pas l'entrée. Le quartier est coupé du centre-ville et tourné sur lui-même. À cette période, Raymond Dugrand parle lui-même d'un projet conçu à l'origine, comme un quartier fermé, effectivement. Ce que Pierre Sansot, le philosophe et sociologue, souligne à sa manière. Tout se passe, dit-il, comme si Antigone ne souhaitait pas être traversée, travaillée par des flux, des mouvements. À vouloir s'être imaginée totalement autre, Antigone est un socle au caractère insulaire. Cette ouverture en sous-œuvre du polygone est donc un moment clé dans l'histoire d'Antigone, celui d'un renversement. Le projet introverti s'ouvre et la place traversée par le flot piétonnier devient un passage. Comme je l'ai souligné, l'axe fonctionnel s'impose, perçant le cœur de l'église de Todi, mettant à mal la référence à l'architecture centrée d'où la place tirait sa grande force. Faut-il y voir, en quelque sorte, la revanche du polygone dont les travaux de rénovation sont entrepris actuellement, dans le but d'établir
une liaison directe de la Comédie jusqu'au Lez, comme l'indique le titre de l'article du journal municipal d'avril 2017. C'est donc bien la question du lien entre Antigone et la ville qui est posée. Elle ne l'est pas seulement du point de vue des cheminements piétons, mais aussi de la circulation automobile. Les gens doivent habiter des places et non des rues, nous dit Bofill. La rue est faite pour la circulation des voitures. À Montpellier, nous avons décidé de laisser les voitures en dehors. Et de fait, l'axe central, piétonnier, est laissé à l'écart de la circulation. Mais le passage souterrain sous la grande place prévue dans le plan d'origine est abandonné. Et les voitures traversent alors le quartier par la rue Don Bosco, dont le gabarit n'était pas prévu pour cette contrainte. En réalité, le quartier s'inscrit dans les courants de circulation de transit à l'échelle de la ville, et non du quartier. On traverse Antigone pour aller d'un quartier à un autre. On traverse Antigone pour sortir de la ville en direction de la mer. Antigone est-elle vraiment restée à l'écart, à l'abri des voitures? Mais pour l'historien de l'architecture et de la forme urbaine, cette question du lien entre Antigone et la ville n'est pas que fonctionnelle. Elle touche aussi à la composition urbaine elle-même, à la question du tissu urbain et à celle des typologies architecturales. Ainsi, la place du Nombre d'Or, comme les autres places d'ailleurs, est délimitée par des bâtiments d'une dizaine de mètres d'épaisseur, sans lien avec les quartiers environnants, sans constitution d'un véritable tissu urbain. La composition exclut les possibilités de mitoyennetés extérieures et de mise en relation avec les quartiers environnants. On ne pénètre pas dans Antigone en traversant, comme au Palais Royal par exemple, à Paris, des îlots bâtis, un milieu urbain dense d'habitat. Élisabeth Alain-Dupré constate ainsi en 1984 que, je cite, « Ricardo Bofill plie, comme on taillerait un buis, la traditionnelle barre de béton du logement social français au contour de ses rêves de le nôtre. Et conséquence directe de ce parti monumental, on constate effectivement un abandon des recherches typologiques sur l'habitat, dont la revue MC se fait également l'écho. On renonce à explorer les possibilités d'un habitat méditerranéen fait de profondeur, d'ombre et de clair-obscur. David Mangin souligne d'ailleurs, lui, que le vaste îlotage apparaît lui-même bien pauvre au regard des types des cours montpelliéraines, dont là aussi les leçons sont d'une richesse bien utile pour qui aurait voulu réfléchir sérieusement, à partir des modèles aristocratiques, sur les systèmes de distribution du logement social contemporain dans une ville du Sud. Et de fait, les colonnes monumentales abritent les escaliers aveugles. De secours, bien sûr. En définitive, malgré les vicissitudes, malgré les avatars et les renoncements, Antigone résiste, si je puis dire. Elle le doit certainement à une très grande maîtrise technique de la mise en œuvre, sinon de l'ensemble du quartier, du moins de la place du Nombre d'Or. Et cet aspect appellerait à l'évidence des développements intéressants. Mais elle le doit surtout, me semble-t-il, à cet axe monumental qui la structure. Un axe qui prend appui d'un côté sur le polygone, ça, on s'en doute, mais de l'autre sur une cheminée d'usine, un vestige industriel qui inscrivait l'axe et le projet dans son ensemble dans l'histoire du lieu. Un vestige dont la démolition, imposée par de sombres raisons techniques, laisse l'opération urbaine en quelque sorte orpheline de son ancrage. Un grand axe monumental pour une opération qui constitue elle-même une sorte de monument dans ses dimensions et dans ses rapports à la ville et au tissu urbain traditionnel. Bofill l'annonce d'emblée en parlant de la place du Nombre d'Or. Cette place habitée, dit-il, se caractérise par des volumes traités de façon telle que l'on obtient l'image d'un monument. L'image d'un monument, la place et au-delà le quartier lui-même sont ainsi présentés comme un dessin très unitaire et très volontaire. Et on pense ici à l'expression de Versailles pour le peuple, utilisée à propos du projet de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont le plan s'inspire de la rigueur géométrique des jardins à la française. Antigone est donc, dans les années 80, le monument moderne de Montpellier, mais ce n'est certainement pas le modèle qu'annonçait Bofill lorsqu'il déclare « Marne-la-Vallée est un objet », tandis que Montpellier peut être considéré comme un système. C'est un mécanisme urbain, une stratégie généralisable, c'est là qu'il devient intéressant. Un mécanisme,
un mécanisme qui est pourtant abandonné par la municipalité au profit d'autres recherches sur la ville et la monumentalité toujours, comme celle de Robbe-Crière par exemple pour le quartier des Consuls de mer. Mais si Antigone est bien un monument, c'est aussi un quartier qui vit. N'est-ce pas cette dualité que souligne Pierre Sansot? Loin des bruits et de la fureur du monde, le long de ces places soustraites aux embouteillages, parmi les immeubles intelligemment ordonnés, un lieu a surgi en état d'apesanteur, attaché à l'intemporalité d'une voûte gréco-classique. Cette ville autre peut-elle, comme c'est le propos d'une cité authentique, réserver des surprises à ses habitants? Et ceux-ci, de leur côté, auraient-ils envie de la surprendre par des coups de cœur, par de subites inspirations? Finalement, Antigone n'est-elle pas aussi, et surtout, un monument témoin d'un moment d'histoire locale, celui d'une municipalité qui fonde à travers l'urbanisme et l'architecture sa renommée, son dynamisme et sa puissance? C'est sans doute ce que sous-entend Raymond Dugrand lorsqu'il parle de, je cite, un geste politico-architectural. L'expression est forte. Avant de conclure, à propos du choix de Bofill, l'image d'Antigone et donc de Montpellier a fait le tour du monde. Était-ce un mauvais choix? Mais puisqu'il est question de gestes, j'aimerais, pour terminer cette intervention et relancer le débat, citer Françoise Choël, historienne des théories et des formes urbaines et architecturales. Il faut réagir, dit-elle, contre une idéologie du grand geste et du spectaculaire, alors que ce sont les petites choses qui font et entretiennent les villes. Interviewée en 1992 à l'occasion de la parution de son ouvrage « L'allégorie du patrimoine », Françoise Choël soulignait qu'aujourd'hui, je cite, « la rapidité avec laquelle les édifices sont constitués en patrimoine historique conduit de plus en plus les architectes vedettes à se penser comme créateurs du musée imaginaire de l'architecture et à promouvoir une construction purement spectaculaire et médiatique. On pourrait en revanche souhaiter qu'une meilleure connaissance de l'architecture et des tissus urbains du passé incite nos architectes à plus de modestie, que la pratique du patrimoine les incite à chercher de nouveaux modes d'articulation et de groupement des édifices en leur faisant redécouvrir, hors gigantisme, des échelles quotidiennes oubliées. Je vous remercie de votre attention.